Alors, bonjour à tous. J'enregistre un peu tardivement la vidéo que je vous avais promise pour vendredi et que je ne fais que dimanche. Donc, je la fais dimanche déjà pour commencer. J'ai terminé le document écrit que j'ai tâché de rendre le plus clair possible, ce qui n'était pas tout à fait évident, hein, parce qu'il fallait quand même bien différencier les termes, vous donner des définitions précises et en même temps compréhensibles. Donc ça, je m'y suis attaché et c'est la raison pour laquelle j'ai mis un tout petit peu de temps. Mais ce sont des connaissances absolument essentielles pour étudier la poésie. Donc on a absolument besoin que vous soyez au courant de ce type de choses. Alors, concernant donc la versification, c'est-à-dire la construction des vers, les règles de construction des vers, je m'attelle ici à ce qu'on appelle le découpage accentuel, c'est-à-dire je présente le vers à partir de la notion d'accent, accent qui est présent dans toutes les langues, de même que dans le français, en espagnol, en allemand, en anglais, mais le français est une langue un tout petit peu particulière par rapport à ces autres langues, et le vers étant non pas accentuel complètement, mais accentuel et syllabique, il faut en dehors des syllabes que vous savez désormais compter, puisque ça faisait partie de la première partie du cours, il faut aussi maîtriser le découpage accentuel du vers français, qui est un petit peu particulier. J'insiste sur ce point parce que lorsqu'on étudie de la poésie, il faut absolument tenir compte des caractéristiques du vers, donc parler des caractéristiques poétiques, et la plupart des élèves, beaucoup de candidats du moins, quand ils sont interrogés sur de la poésie, ne le font pas. Et c'est une erreur, alors que ça n'est pas si difficile que ça. Quand on a fait le tour des possibilités, on les exerce plusieurs fois, et en quelques exercices, c'est compris. Alors, je ne vais pas relire évidemment le polycopier que j'ai fait, puisque vous allez le faire, mais enfin, je vais tout de même l'enrober, l'expliquer un certain nombre de choses. D'abord, dans le polycopier, que je vous conseille d'ailleurs d'ouvrir pendant que vous regardez cette vidéo, il y a une présentation rapide et générale du problème. D'abord, ce qu'on appelle la versification, laquelle versification et ces règles de composition supposent ce qu'on appelle la métrique, hein, la technique de composition des mètres, le mètre étant le vers en tant qu'il suppose un décompte particulier et une construction particulière. Un décompte particulier des syllabes et une construction particulière, les coupes accentuelles et la coupe majeure qu'on appelle la césure. Mais comme la poésie est aussi du langage, il faut aussi maîtriser la notion de prosodie, c'est-à-dire l'accentuation, la mélodie de la phrase, puisque précisément cette prosodie va être incluse à l'intérieur du vers, et c'est le jeu entre la prosodie et la métrique qui justement doit faire l'objet de votre analyse de la poésie. Donc, première chose que j'ai présentée, c'est l'accent de mots, c'est très facile. Le français, à la différence des autres langues européennes, est une langue à accent fixe, puisque les mots qui peuvent porter l'accent, c'est-à-dire autrement dit tous les mots qui ont un sens et qui ne sont pas des outils grammaticaux monosyllabiques, par exemple les déterminants, eux ne prennent pas l'accent. En revanche, les autres mots, tous ceux donc, qui ont un sens, les adjectifs, les verbes, les adverbes, et ainsi de suite, hein, toutes les conjonctions, j'en passe les meilleures, sauf les conjonctions monosyllabiques, donc, tous ces mots-là prennent un accent, c'est-à-dire ce qu'on appelle un accent, ce n'est pas l'accent que vous écrivez sur l'accent aigu ou l'accent grave, c'est l'accent tonique, c'est-à-dire le fait que l'intonation change sur certaines syllabes, et particulièrement sur certaines voyelles, c'est la voyelle qui porte l'accent. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. En français, c'est la dernière syllabe masculine qui porte l'accent. On appelle syllabe masculine une syllabe qui ne se termine pas par un E prononcé. Sinon, c'est une syllabe féminine. Une syllabe féminine qui contient donc ce fameux E caduc dont il faut tenir compte pour le décompte des syllabes, puisque précisément la syllabe féminine se prononce devant consonne alors qu'elle ne se prononce pas devant voyelle, ou à la fin du vers. Donc déjà, première chose, chaque mot ayant un sens prend un accent, c'est-à-dire change d'intonation sur la dernière syllabe masculine. J'en ai donné des exemples, je vous y reporte.
Le français, en revanche, a ceci de caractéristique que l'accent de mot s'efface au profit d'un accent de groupe. L'accent de groupe syntaxique. Par exemple, donc on a groupe sujet groupe verbal dans une phrase. Je vous ai donné des exemples de groupes nominaux, hein, une petite fleur. On voit bien que deux mots petite et fleur peuvent porter l'accent sur le i de petite et sur le e de fleur. Et c'est le deuxième accent qui domine le premier. Ça ne veut pas dire que le premier disparaît, mais tout simplement que dans le groupe rythmique que constitue le groupe syntaxique associé à l'accent, c'est ce groupe final qui va donner lieu à une pause secondaire qu'on appelle une coupe. Et donc arrive la troisième partie de ce polycopier, les césures et les coupes. La césure, donc notée par 2 barres obliques, on peut utiliser ces schématisations pour les devoirs, est appelée par la métrique, autrement dit la construction des vers, et non pas par le langage, alors que les coupes, elles, sont appelées par le langage, par la mélodie de la phrase, par les groupes syntaxiques et les accents de mots. Et donc, là, je vous renvoie à mes explications concernant la césure dans les vers de plus de 8 syllabes, jusqu'à 12 syllabes, voire plus, mais enfin en général ce sont 9, 10, 11 et 12 qui nous intéressent dans ce cas-là, particulièrement l'alexandrin, hein, qui est très représenté dans la poésie classique, et même dans la poésie moderne d'ailleurs, les autres étant plus rares. Et évidemment, il s'agit de faire le décompte de ces groupes, de ces hémistiches ici en l'occurrence, pour compter quel est le chiffre qui apparaît en nombre de syllabes, parce que dès que ces chiffres réapparaissent, le cerveau l'entend comme dans une mélodie, et c'est cette harmonie précisément qui donne de la tonalité, qui donne de la mélodie, qui donne du lyrisme, tout simplement, au poème. Quant aux coupes, ce sont des pauses secondaires, elles sont liées donc soit au groupe syntaxique, soit aux accents de mots, soit les deux. J'en ai donné un exemple, je n'y reviens pas. Juste pour que vous compreniez l'organisation du polycopier. Enfin, application donc sur le poème de Sandrard, ce que nous avons étudié, que j'ai analysé complètement du point de vue de la rythmique. Ce n'est pas ce qu'on vous demande de faire pour le baccalauréat, hein, tout simplement, il faut que vous vous habituiez à trouver ces éléments, par exemple dans cet exercice déjà corrigé, de façon à pouvoir étudier des retours et étudier certains vers particulièrement qui sont caractéristiques d'une recherche d'harmonie ou au contraire d'une recherche de disharmonie. J'ai mis quelques remarques à la fin concernant la construction rythmique de ce poème, qui sont autre chose que de dire que c'est en vers libre. Donc voilà pour ce que je pouvais accompagner pour ce polycopier qui me semble assez complet du point de vue de la lecture rythmique des poèmes. Il y aura un autre polycopier concernant les rapports entre la syntaxe et l'accentuation, parce qu'il y a des choix qui sont faits, notamment dans la poésie moderne, qui vous intéressent tout particulièrement, le dépassement des limites, notamment de la césure, par les groupes syntaxiques. Donc ça, j'y reviendrai dans un polycopier suivant. Voilà, bonne lecture.